Bonsoir et bienvenue à cette édition, le sommaire. Dans le cadre des législatives de 2023, au Bénin, l'ANIP va entamer le processus d'élaboration de la liste électorale informatisée. Le gestionnaire mandataire de l'ANIP, Cyril Goubedji, l'a annoncé ce lundi au cours d'une séance d'échange avec le président de la Sénat et les représentants des partis politiques. L'intervention militaire russe en Ukraine provoque de nombreuses victimes. Plusieurs pays, dont le Bénin, prennent des dispositions pour évacuer leurs ressortissants face au combat. Les écureuils du Bénin vont changer de nom. Les membres du comité exécutif de la Fédération béninoise de football l'ont unanimement décidé et leur proposition sera soumise au gouvernement à suivre les impressions des citoyens à ce sujet. L'Agence nationale d'identification des personnes ANIP va entamer le processus d'élaboration de la liste électorale informatisée qui servira à l'organisation des prochaines élections législatives, ce dans environ 3 semaines. Le gestionnaire mandataire de l'ANIP, Cyril Goubedji, l'a fait savoir ce lundi 28 février 2022 au cours d'une séance d'échange avec le président de la Commission électorale nationale autonome Sénat Sakalafia et les représentants des partis politiques. Selon Cyril Goubedji, dans environ 3 semaines, il sera procédé à l'édition et à l'affichage des listes de personnes dans les arrondissements et les centres de vote. L'opération vise à amener les citoyens à faire le complément d'information aux besoins. Ce n'est pas un affichage de 10 jours, mais de 30 jours, a rassuré Cyril Goubedji. Parallèlement à ce dispositif en vue d'une conclusion électorale, il est prévu un mécanisme de prise en compte de ceux qui ne sont pas encore recensés au RAVIP. Cyril Goubedji précise également que pendant cette même période, officiellement, les stands du RAVIP seront ouverts sur toute l'étendue du territoire national dans tous les arrondissements pour permettre de prendre cela en compte. Face aux préoccupations exprimées par les partis politiques, le gestionnaire mandataire, tout en rassurant, les a invités à soutenir le processus. Il faut souligner que dans le cadre des législatives, la Sénat a publié ce lundi la liste des directeurs techniques chargés de l'organisation pratique de l'élection. Boukari Abousoulé Adam est nommé directeur général des élections. Pour la sécurité de ses ressortissants, le Bénin prend des dispositions pour les rapatrier de l'Ukraine. Le Bénin va s'appuyer sur 2 pays de la sous-région ouest africaine pour mener à bien cette opération. Selon le ministre béninois des Affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbenossi, les discussions sont très avancées dans ce sens. Selon le point fait à la date du dimanche 27 février par les services diplomatiques, le Bénin a très peu de ressortissants en Ukraine. Ils sont moins d'une dizaine, précisément au nombre de 6. Les pays comme le Nigeria, la Côte d'Ivoire et le Maroc sont dans la même démarche. Les autorités nigérianes ont indiqué que des évacuations allaient commencer à partir de ce mercredi 2 mars à bord de 2 compagnies aériennes nationales. Autre actualité dans cette édition, 7 soldats béninois sont morts en défendant l'intégrité du territoire national contre les attaques terroristes. Ils ont reçu de la nation tout entière des hommages mérités. Ils ont été faits commandeurs de l'ordre national du Bénin à titre posthume par la grande chancelière Mariam Chabi Talata, qui a effectué une tournée du 17 au 21 février dernier sur le champ d'honneur. Suivez cet élément qui retrace les moments phares de la dite tournée.
Au nom du président de la République, grand maître de l'ordre, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons commandeur de l'ordre national du Bénin à titre posthume. Au dernier trimestre de 2021 et au cours des mois de janvier et de février 2022, des terroristes, encore appelés djihadistes, ont attaqué nos positions au niveau des frontières nord de notre pays. Au cours de ces attaques, nous avons perdu nos dignes et valeureux fils. 7 de nos agents des forces de défense sont tombés, soit sous le coup des balles, soit par le fait des engins explosifs. Il était question que la nation leur rende hommage avant que les parents ne prennent possession de leur corps pour leur enterrement. Et donc, depuis la semaine dernière, la Grande Chancellerie, qui est l'institution de la République chargée de reconnaître le mérite et l'excellence et de le récompenser, a entamé une tournée qui nous a amenés à Natitengu, à Djougou, à Parakou, puis aujourd'hui à Ouassa. Partout, il a été question de dire tout le bien que nous pensons de ces soldats, ces valeureux combattants, ces héros d'aujourd'hui qui n'ont pas fui devant l'ennemi, qui ont gardé leur position parce qu'ils ont une conscience élevée de la nation, une conscience élevée de la patrie. Ils se sont battus jusqu'au dernier souffle. C'est un acte méritoire d'exception. C'est un acte méritoire suprême. Et la Grande Chancellerie se devait donc de se déplacer et d'aller leur dire toute la reconnaissance de la nation. Ce sont des moments difficiles. Ça a été vraiment difficile pour nous tous, pénible, la gestion des émotions. À plusieurs reprises, nous avons perdu nos moyens, mais nous devions d'honorer cet engagement au nom de l'ensemble de la nation. Ce que nous pouvons tirer comme leçon de la lutte de ces combattants, de leur héroïsme, de leur bravoure, c'est qu'ils ont joué leur partition. Il revient à leur père et à l'ensemble de la nation de continuer la lutte. Parce que ce genre de combat, on sait quand ça commence, mais on ne sait jamais quand ça prend fin. Et nous ne pouvons en venir à bout que dans l'unité, la communion de vue, la cohésion. Chacun, quel que soit son statut, sa fonction, peut aider à la défense et à la protection de la nation. Ce n'est pas que le travail de nos forces de défense, c'est notre travail à nous tous, la défense et la protection de notre pays. Nous devons tirer des leçons de leurs sacrifices et nous mettre en tête que de l'extérieur, personne ne viendra nous défendre. Cette défense nous revient prioritairement. C'est nous qui allons nous défendre nous-mêmes. Nos jeunes, nos forces vives, tous les citoyens doivent comprendre
que si nous avons envie de continuer à vivre ensemble, de continuer à construire ensemble en tant que peuple béninois, nous devons nous serrer les coudes, nous devons nous unir, nous devons comprendre qu'une nation, ça se protège, une nation, ça se défend, surtout maintenant. Aujourd'hui, plus que par le passé, une nation se protège, une nation se défend, une nation se construit. Une nation, c'est l'un des biens les plus précieux que nous avons. Nous devons vivre pour notre nation, pour les principes qui nous sont chers et les défendre. Le Bénin a célébré ce 28 février les 32 ans de la clôture de la conférence des forces vives de la nation, moment de souvenir et d'émotion, mais également le lieu de rappeler le contexte qui a favorisé ces assises. Avant d'évoquer l'échec du régime révolutionnaire, le Bénin a récolté des points positifs auprès des instances internationales. Le journaliste Constant Agbidinoukou a rappelé cette époque au Café Média Plus de la semaine dernière, des propos recueillis par Carles Kitome. Le coup d'État a abouti à ce que nous appelons le gouvernement militaire révolutionnaire, le GMR, qui s'est installé d'abord uniquement avec des militaires. Et c'est le chef de bataillon, Mathieu Kérékou, paix à son âme, qui était à la tête de ce gouvernement. Ils ont pratiquement fait, je veux dire la révolution, parce qu'ils ont proclamé la révolution. Ils ont pratiquement fait 19 ans. C'est extraordinaire. C'est pas évident qu'on voit le même gouvernement dans notre pays, sous l'ère du renouveau démocratique, fait 19 ans. C'est pas évident. À moins qu'il n'y ait des chamboulements spéciaux. Ceci étant, c'est un gouvernement qui est appelé à rester. Parce que quelques jours après, disons environ un mois, 4 jours, ils ont proclamé ce qu'ils appellent le discours programme. C'est-à-dire le document qui comporte toutes les actions futures qu'ils entendent mettre en œuvre pour favoriser la révolution qu'ils ont proclamée. Est-ce qu'ils se sont donné une date à l'époque? C'est-à-dire, ils ont fixé une limite pour dire nous aurons ça au bout de 2 ans, de 3 ans, de 4 ans? Non, ils ne l'ont pas dit parce qu'ils ne pouvaient pas le dire. Ils n'étaient pas en mesure de nous dire, comme le président Talon l'a dit, programme d'action du gouvernement 2, ça fera 5 ans. Oui. Non, eux, ils n'ont rien prévu parce qu'ils se disaient qu'ils sont appelés à rester. Quand on voit un peu l'armature de leur déclaration, le discours programme, c'est que ce qu'ils ont fait 2 ans après, le 30 novembre 1974, à Goro, à travers la proclamation de l'idéologie marxiste-léniniste et de la voie socialiste qui va déterminer l'ensemble de nos comportements vis-à-vis du programme discours du 26 octobre, on a compris que ce sont des gens qui sont appelés à rester longtemps et qui ne sont pas prêts à céder le pouvoir. De fil en aiguille, nous avons commencé par sentir qu'il y a un changement, que des changements sont opérés. Et c'est ainsi que pour la première fois, depuis longtemps, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international ont sorti un document sur le Bénin. Disons sur le Dahomey. Jusque-là, on s'appelait encore Dahomey. Pour dire que les 2 années, c'est-à-dire 73-74, on a constaté qu'un effort de gestion de l'économie nationale a été opéré. L'occasion a permis aux communicateurs de rappeler des circonstances qui peuvent être assimilées aux causes de la chute de la révolution béninoise des années 70. Suivez cet extrait de l'intervention de Constant Agbidinoukou, toujours au propos de Carles Kitome. La révolution béninoise commençait par déranger même les pays limitrophes
et la haute sphère financière internationale. Parce que là où un gouvernement nationalise les secteurs vitaux, vous avez contre vous toute l'armada financière libérale mondiale. Ça veut dire que vous voulez concentrer l'économie dans vos mains, alors que pour beaucoup, et même le colonisateur, c'est le libéralisme économique. Donc ça a commencé par gêner. Il y a quel est ce pouvoir-là? Ah non, ça sort ses griffes, ça prétend pouvoir bien gérer. Non, on ne peut pas commencer à accepter. Et surtout, ce qui les a braqués, c'est la proclamation de la voie du socialisme scientifique qui a pour guide philosophique le marxisme-léninisme. Le colonisateur en a pris une douche froide et se dit avec cet allure, ce pays veut nous échapper. À croire donc que ce pays ne les avait jamais échappés. Et après 1975, on a noté un peu de fébrilité de la part du gouvernement français. Il faut rappeler que celui qui était le chef de l'État en France s'appelait Valéry Giscard d'Estaing. Nous sommes aux environs de 1976, 77, 78. Et pour montrer leur nervosité par rapport au régime en place au Dahomey, alors on a préparé un coup de force. Et c'est le coup de force du 16 janvier 1977 avec les mercenaires. Bob Denard et ses acolytes sont venus au Bénin. Ils pensaient, avec l'appui de certains nationaux, certains citoyens, qu'on appelait volontaires exilés, parce que c'est eux-mêmes qui ont décidé de se faire exiler. Le gouvernement pense qu'il ne les a pas chassés, que c'est eux qui sont partis d'eux-mêmes, parce que nous ne pouvons plus accepter la révolution. Dieu merci, ça a été un échec. Et nos forces armées populaires, comme on les appelait, ont démontré qu'elles étaient capables de défendre l'intégrité du territoire national et notre souveraineté nationale. Ce qui est certain, les dessous, vous le savez. Les 22 accusés dans le dossier délivrance frauduleuse de passeports béninois à des Camerounais retournent en prison. Le procès qui a repris hier lundi n'est pas allé à son terme. Il a été renvoyé au vendredi 4 mars prochain. Ce lundi, l'ancien directeur de l'émigration et de l'immigration a été auditionné à la barre pour la première fois depuis l'ouverture du procès. Florent Edgar Agbo avoue avoir été victime de sa volonté d'aider des gens pour l'établissement de passeports. Des autorités à divers niveaux, cadres et parents d'élèves l'auraient sollicité à cet effet. Il a par ailleurs déclaré à la Cour qu'il n'est pas directement lié à l'établissement de passeports. Il affirme avoir donné le privilège au chef division passeport et il faut rappeler que 20 personnes et l'ex-patron de la DEI sont poursuivis dans ce dossier de délivrance de passeports à des Camerounais. Ils sont accusés de faux et usage de faux et abus de fonction. 2 autres intermédiaires sont activement recherchés par la police. Le stationnement est l'arrêt d'un véhicule pour une durée plus ou moins longue. Selon le code de la route, un conducteur véhicule ne doit se stationner n'importe où et n'importe comment. C'est pourtant ce à quoi on assiste un peu partout, en particulier au Bénin, ce qui peut facilement causer des accidents de circulation. Quentin Amoussou et Francis Fahmi nous proposent de suivre Gilbert Ouessin, promoteur auto-école. Il explique au mieux à quel moment il faut stationner et éviter des sanctions. Les klaxons sont un moyen de communication entre les différents usagers de la route. Mais ce moyen de communication est proscrit d'utilisation dans certains endroits. D'abord, il y a des panneaux de signalisation qui signalent ces endroits. Parfois, on dessine un panneau rond rouge et à l'intérieur, on dessine le symbole de fanfare, de klaxon dedans, pour signaler au conducteur qu'il ne faut pas klaxonner dans ces zones. Lorsque vous êtes dans ces endroits, vous ne devez pas klaxonner. Maintenant, il y a des endroits où même si ce panneau n'est pas là, vous devez respecter cette règle.
par exemple devant les hôpitaux, parce qu'il y a les malades qui sont sur les lits des hôpitaux et puis le klaxon peut les réveiller d'une façon anormale, parce que ceux-là sont censés se reposer pour pouvoir retrouver la guérison. Plusieurs usagers de la route font un usage abusif des klaxons. Les motivations sont diverses et variées. Beaucoup ne lisent pas le livre de code et beaucoup ne connaissent pas le code. Avant de klaxonner, vous devrez être à 500 mètres de celui que vous avertissez pour qu'il vous cède le passage. Et on ne klaxonne pas n'importe comment et n'importe où. Regardez, devant les hôpitaux, c'est interdit. C'est interdit de klaxonner. Ce n'est pas seulement les émigrants ou etc. Il y a des véhicules prioritaires tels que les ambulances et autres choses là. Il y a les ambulances qui klaxonnent au moment où il ne faut pas klaxonner. Quand ils se sentent coincés, on peut klaxonner. Bon, donc c'est l'anarchie totale et il faut mettre de l'ordre. Et c'est la police communale qui doit mettre de l'ordre dans ça. Klaxonner est une pratique réglementée en République du Bénin. À ce titre, il existe des occasions où il est conseillé et d'autres où il est déconseillé de klaxonner. Et on ne klaxonne pas aussi la nuit. La nuit parce que les gens sont censés être en train de dormir. D'ailleurs, la pollution sonore ou la réglementation, on réglemente la pollution sonore à partir de 13h à 15h. On dit tout ce qui est sonore doivent toutes les machines qui produisent des bruits qui peuvent polluer, qui peuvent entraver l'état des usagers, qu'on doit les arrêter en ce moment-là. Devant les passages piétons, on parle de passages piétons, il y a les passages cloutés pour piétons qu'on marque au sol pour dire que ce sont les piétons qui traversent la chaussée par là. Lorsque vous voyez un piéton, vous klaxonnez, la loi l'interdit au niveau du code de la route. On ne klaxonne pas sur les passages piétons. L'usage des klaxons est certes un vecteur de sécurité routière, mais dans certaines conditions, cela peut être un vecteur de pollution sonore. Au nombre des outils de communication dont sont dotés les moyens de déplacement, on peut citer le klaxon. Son utilisation s'avère parfois problématique et il devient même un vecteur de pollution sonore. Ce reportage de Quentin Amoussou et Francis Fahami nous en dit plus. Suivez. Les klaxons sont un moyen de communication entre les différents usagers de la route. Mais ce moyen de communication est proscrit d'utilisation dans certains endroits. D'abord, il y a des panneaux de signalisation qui signalent ces endroits. Parfois, on dessine un panneau rond rouge et à l'intérieur, on dessine le symbole de fanfare de klaxon dedans pour signaler au conducteur qu'il ne faut pas klaxonner dans ces zones. Lorsque vous êtes dans ces endroits, vous ne devez pas klaxonner. Maintenant, il y a des endroits où même si ce panneau n'est pas là, vous devez respecter cette règle. Par exemple, devant les hôpitaux, parce qu'il y a les malades qui sont sur les lits des hôpitaux et puis le klaxon peut les réveiller d'une façon anormale, parce que ceux-là sont censés se reposer pour pouvoir retrouver la guérison. Plusieurs usagers de la route font un usage abusif des klaxons. Les motivations sont diverses et variées. Beaucoup ne lisent pas le livre de code et beaucoup ne connaissent pas le code. Avant de klaxonner, vous devrez être à 500 mètres de celui que vous avertissez pour qu'il vous cède le passage. Et on ne klaxonne pas n'importe comment et n'importe où. Regardez, devant les hôpitaux, c'est interdit. C'est interdit de klaxonner. Ce n'est pas seulement les émigrants ou etc. Il y a des véhicules prioritaires tels que les ambulances et autres choses là. Il y a les ambulances qui klaxonnent au moment où il ne faut pas klaxonner. Quand ils se sentent coincés, on peut klaxonner. Bon, donc c'est l'anarchie totale et il faut mettre de l'ordre. Et c'est la police communale qui doit mettre de l'ordre dans ça. Klaxonner est une pratique réglementée en République du Bénin. À ce titre, il existe des occasions où il est conseillé et d'autres où il est déconseillé de klaxonner. Et on ne klaxonne pas aussi la nuit.
la nuit parce que les gens sont censés être en train de dormir. D'ailleurs, la pollution sonore, pour la réglementation, on réglemente la pollution sonore à partir de 13h à 15h. On dit que tout ce qui est sonore doivent tous les machines qui produisent des bruits qui peuvent polluer, peuvent entraver l'état des usagers, qu'on doit les arrêter en ces moments-là. Devant les passages piétons, on parle de passages piétons, il y a les passages cloutés pour piétons qu'on marque au sol pour dire que ce sont les piétons qui traversent la chaussée par là. Lorsque vous voyez un piéton, vous klaxonnez, la loi l'interdit au niveau du code de la route. On ne klaxonne pas sur les passages piétons. L'usage des klaxons est certes un vecteur de sécurité routière, mais dans certaines conditions, cela peut être un vecteur de pollution sonore. La Fédération béninoise de football s'est réunie ce lundi pour statuer sur plusieurs points. Au nombre des sujets abordés, le changement du surnom de l'équipe nationale Écureuil. Cette proposition a reçu l'accord unanime des membres de la fédération qui entend la proposer aux instances supérieures. Les citoyens de la ville de Cotonou ont livré leurs impressions sur ce changement proposé. Ils sont au micro de Anaël Dohou. J'aurais aimé même le nom Béanzin. On peut prendre le nom du roi Béanzin ou bien le nom Bioguera. L'équipe nationale Bioguera du Bénin, on peut nous dire ça. C'est très bon. C'est bon, ça a des histoires. C'est un héros, Bioguera, c'est un héros. Béanzin est un héros. On peut prendre ces noms-là et nous coller à l'équipe nationale. Je vais supporter. Chez moi, qu'on change le nom, qu'on ne change pas, ce n'est pas un problème. Je suis sur ce problème. Même si on change, chez moi, ce n'est pas le problème. Même si on garde le nom, chez moi, il n'y a aucun problème. Et il faut changer le nom. Il faut changer l'évolution. Il faut changer l'évolution. La politique d'ailleurs, il faut un ballon pour le caca. Mais le ballon il a bien zone les mains. Il a espion les deux ben vérifier tel les points de ballon comment ben sélectionner mais wa fédération mais moi et donc moi mais qu'on quoi ado mais quoi to gbeya ben si ho ballon ben c'est de me bon éducation de nevendo atele ko bon mi madien pour mi te quoi si est déjà dans l'équipe nationale vous voyez ben bien mais le point et le flanc qu'on de dire mais le wa flanc quoi. Donc, mentalité nous a changé de mêler si ouais. Et nous avons changé ouais nous à bien mais à la roi, à la défense nous quoi. C'est ça. Nous quoi ouais nous donne dos à obéi. Donne dos c'est-à-dire fondation nous on nous obéi. Parce que à condition à mon village au final ton ballon taon bon le vent le ballon. Bon mais nous là au lieu de fédération on maintenant dit maintenant tiens mais nous là maintenant recruter mais nous là ben dans record de foot bon mais nous là dans monter maintenant bleu nous maintenant c'est toi ça nous con et on doit péder con à quoi nous vigilant au ballon nous c'est-à-dire fédération béninoise joueur nous donne dos nous connaît le nom m'importe peu moi Écureuil Abtel on me le dit ce n'est pas ça le vrai problème. Le vrai problème, c'est de détecter les talents, mettre les moyens, former les joueurs. Parce que c'est quand on perd que les gens disent ah, c'est parce que c'est le nom Écureuil. Peut-être on a croisé éléphant ou lion. Mais non, le Bénin a tenu tête au lion de l'Atlas. La CAN 2019. Et pourtant, c'est Écureuil contre lion. Donc moi je pense que les gens, au lieu de se préoccuper de ce qui est l'essentiel, ils détournent l'attention des gens. Et moi sur ce point, ça m'importe. Que ce soit Écureuil, que ce soit un autre nous, ce n'est pas là le vrai problème. Je ne sais pas quelle mouche les a piqués et ils ont pris cette décision. Et le changement de nom d'Écureuil, il y a un animal noir qui a de teint noir qui est un vilain animal comme ça là, que eux ils aiment donner ce nom à notre équipe nationale. Moi je ne sais pas pour quelle raison, parce que les écureuils là,
Qu'est-ce qu'ils avaient avant de changer le nom d'avant en écureuil? Est-ce que vous me comprenez? Quel problème ils avaient avant? Maintenant, est-ce que le problème a été résolu? Sinon, changer le nom en écureuil, cela ne veut rien dire. Le grand problème, c'est d'essayer de créer des écoles de football, de réorganiser le championnat national, la ligue professionnelle, de bien réorganiser ça. Mettre d'argent dedans et maintenant, de là, on peut détecter des talents. Laisser l'encadrement technique, avoir un directeur technique en bonne et due forme, et comme ça, notre football va marcher. Maintenant, prendre la décision de changer le nom écureuil là, cela ne veut rien dire. Ce n'est pas le changement de nom à l'équipe nationale qui va faire gagner des matchs à l'équipe. Non, ça c'est très faux. Ils se trompent. Ils n'ont qu'à réorganiser notre football depuis la base. La boxe professionnelle renaît de ses cendres au Bénin grâce à certains jeunes pugilistes originaires d'Okeméré dans la commune de Dassazmé. Pascal Otchoum est l'un des fers de lance de cette nouvelle génération de boxeurs talentueux, porte-flambeau du noble art béninois dans la sous-région et sur le continent. Il a enregistré dans la nuit du vendredi dernier sa 9e victoire en autant de combats pro lors du gala Las Chidi Boxing Initiative à Lagos au Nigeria. Dans une interview portrait accordé à Setondélarius Adjagbeno ce mardi, Pascal Otchoum raconte l'expédition nigériane, ses ambitions et son regard sur la boxe béninoise. On m'appelle Otchoum Pascal, je suis un des boxeurs professionnels du Bénin et je suis dans la catégorie des poids welter, c'est-à-dire 106, 107 kilos, et je fais partie de ceux qui sont toujours actifs sur le ring et qui portent un peu partout le drapeau du Bénin. Ma carrière professionnelle a démarré en fin 2018. Ça a été un début un peu difficile parce que lorsqu'on sort directement de l'amateurisme, on revient dans le pro, on a le stress, on a tout ça qui gêne un peu. Et depuis que je suis rentré dans l'arène de la boxe professionnelle, aujourd'hui j'ai à mon actif 9 combats que j'ai eu à livrer et 9 victoires et dont 4 par KO. Donc mon dernier combat remonte au vendredi passé, c'est-à-dire le 25 février 2022. Et ça s'est passé au Nigeria et à Lagos avec un des boxeurs du Nigérien qu'on appelle Michael Godwin. Ouais, Michael Godwin. Donc c'est un boxeur aussi qui fait la catégorie des welter, qui est vraiment une très belle expérience, avec qui j'ai aussi beaucoup appris parce qu'à chaque fois quand tu fais un combat, il y a toujours quelque chose à apprendre dedans. Donc voilà comment je me suis retrouvé aujourd'hui avec 9 combats, 9 victoires et 4 KO. Comme vous le savez, je dirige des activités à Parakou depuis un moment et c'est là où j'ai reçu l'appel de la part de mon manager qui me faisait état de ce que je devais me préparer pour un combat au Nigeria bientôt. Donc il a fallu que je descende à Cotonou pour préparer ce combat-là. Et les préparatifs, j'ai pris au moins un mois pour bien m'entraîner, 2 heures, 3 heures le matin et le soir, tous les jours, pendant les 1 mois, jusqu'à ce que le jour J est arrivé. Je n'ai pas effectué le déplacement seul. On était une délégation constituée de 2 boxeurs, 2 coachs et le promoteur et le matchmaker, que je salue au passage, Edgar Dukonou avec M. Amoussou Sylvanus. Et il y avait mon collègue boxeur aussi, Damien Zanou, qui était là, un très bon boxeur, jeune béninois, et le coach Anissi également. Donc après ça, on a eu aussi d'autres délégations qui étaient venues de la Côte d'Ivoire. Et on était au nombre de 8 à faire le déplacement sur le Nigeria. L'adversaire, je le connaissais déjà avant que je ne parte. C'est un adversaire que je connais très bien, qui est très bon chez lui là-bas. Et c'est un des champions du Nigeria aussi. Et vu que je le connaissais, vous savez, quand on connaissait l'adversaire, il faut travailler en fonction de son jeu, il faut s'adapter à son jeu et tout. Et voilà ce qui s'est passé. La première reprise, ça a été une reprise formidable. La deuxième reprise aussi. Sauf qu'il était légèrement en dessous de
ses performances telles que je le connaissais avant. Ouais, donc j'ai dû prendre le dessus, la pression que je l'ai mise et tout, ça n'a pas été facile pour lui. Et à la troisième reprise, il a dû abandonner. Donc c'était un combat qui a fini par une victoire à moi et par KO à la troisième reprise. Lorsque tu es un jeune sportif et que tu as un soutien derrière toi, cela motive et cela te booste. Ce n'est pas un soutien financier forcément. Et c'est là où je remercie très sincèrement d'ailleurs mon manager Orient Communication, M. Roméo Guédou, qui m'a beaucoup soutenu, qui a beaucoup soutenu l'équipe par rapport à tout ce qu'on a eu à faire jusque-là, qui s'est investi, qui psychologiquement, financièrement, techniquement et tout ce que vous savez pour que nous soyons là où nous sommes aujourd'hui. Donc un spécial remerciement vraiment à ce grand monsieur, le manager monsieur Guédou Roméo et à toute l'équipe de Orient Communication. Nos victoires, quand nous gagnons un combat, cela n'est pas pour nous seuls, mais c'est pour toute l'équipe. C'est une victoire pour le boxeur, c'est une victoire pour le staff, c'est une victoire pour Orient Communication et c'est une victoire pour toute la jeunesse béninoise et tout le Bénin entier. Les prochains défis de Pascal Ochon, je peux dire que c'est les titres africains. Aujourd'hui, on rêve d'avoir de nouveaux champions du Bénin, champions d'Afrique plutôt au Bénin. On a aujourd'hui la chance d'avoir Loco Clément, la panthère qui est là, qui fait aussi la fierté des pugilistes. Et après Loco Clément, on a beaucoup d'autres pugilistes qui sont là dans l'ombre, hein, qui sont très en forme et qui sont très techniques, qui peuvent aussi faire l'affaire. Donc là encore, on fait appel aux autorités pour qu'ils se manifestent un peu plus afin que nous puissions réaliser concrètement ce rêve-là. Et le prochain défi, ce sera vraiment, comme je l'ai dit, un titre africain qu'on est en train de préparer et par la grâce de Dieu, avec les soutiens les uns des autres, on espère pouvoir y arriver. Donc un titre africain, une ceinture africaine authentique qui fait la fierté du Bénin et de la sous-région, pourquoi pas. Le Bénin est en train de remonter la pente tout doucement sur le plan professionnel et le combat qu'on a fait la dernière fois, ça fait un autre événement de plus et certainement qu'il y aura encore d'autres événements qui sont déjà en train de se préparer et petit à petit, le Bénin va retrouver encore ses couleurs de la boxe professionnelle qu'on a toujours connue, quoi. Pour redorer le blason du noble art, surtout le volet professionnel au Bénin, Pascal Ochon exhorte les autorités à divers niveaux à soutenir les boxeurs. Suivez son cri de cœur. Ce que j'aimerais dire qui me tient vraiment à cœur, c'est un appel à l'endroit des autorités. Et cet appel, vraiment, c'est pour leur dire de nous venir vraiment en aide par rapport à tout ce que nous faisons. Nous n'avons pas forcément besoin d'argent ou quoi que ce soit, mais on a besoin de sentir le patriotisme. On a besoin de sentir qu'il y a une nation qui est derrière toi, il y a tout un peuple, il y a des frères, des pères, des jeunes et tout le monde qui te soutient dans ce que tu fais. Et généralement, au Bénin, lorsque tu fais des sports comme ça, on te voit souvent comme quelqu'un qui n'a peut-être rien à faire et des trucs comme ça, alors que ce n'est pas le cas. On aimerait que les autorités nous encouragent à faire mieux, à sortir de vrais champions du Bénin, de réels champions du Bénin, pour que nous fassions aussi la fierté de toute l'Afrique. Tout seul, c'est pas facile. Tout seul, c'est pas facile. Mais lorsque tu sens une main qui te pousse par derrière, qui te dit ne lâche pas, tu as besoin de quoi, qu'est-ce que je peux faire pour toi, des trucs comme ça pour évoluer, je pense que cela va beaucoup nous booster et vous allez voir que le Bénin va retrouver très rapidement ses couleurs, comme on avait l'habitude de parler de la boxe béninoise. Donc voilà, on aimerait aussi que les autorités de la Fédération béninoise de boxe assistent ces pugilistes-là. Souvent on entend les autorités disent que non, la fédération n'est pas là pour gérer les boxeurs professionnels, mais je pense que ce n'est pas le football ou le tennis ou je ne sais pas quelle fédération qui viendra gérer les boxeurs professionnels. Donc que la fédération, les autorités de la fédération, le comité exécutif prennent vraiment des décisions par rapport à ça pour que le boxeur professionnel se sente quand même dans une équipe, dans un groupe et dans un truc bien structuré. Vous voyez, on n'est pas comme les gens le pensent.
des gens qui n'ont rien à faire, mais chacun de nous aujourd'hui comme boxeur professionnel a un rôle qu'il joue dans la société, il a un rôle qu'il joue dans sa famille, il a un rôle qu'il joue dans ses activités professionnelles à part la boxe. Donc on a juste besoin de vos soutiens. Par exemple, une salle de boxe à Cotonou, pourquoi pas? Une salle de boxe bien structurée et tout ce dont on a besoin, pourquoi pas? Des clubs d'enfants, de femmes, de ceci, de cela, pourquoi pas? On n'a pas besoin, la boxe, ce n'est pas un sport où il faut se casser la gueule tout le temps, il faut se blesser, il faut faire ci, non, loin de là. Et ça fait partie des sports d'ailleurs les moins dangereux, même si les gens n'y croient pas. Fait partie des sports les moins dangereux. Donc il y a des principes, il y a des règles, il y a tout ça qui font qu'aujourd'hui on est moins exposé au danger que par rapport à d'autres disciplines de combat. Donc chères autorités, chers Béninois et Béninoises, soutenez vos pugilistes, soutenez vos pugilistes. Le sport, c'est pas facile, c'est pas du tout facile et nous avons envie d'amener le Bénin très 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 loin. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette édition. Merci de votre attention. Excellente soirée à toutes et à tous.